à tous, je vais vous présenter l'initiative de l'UMO, qui est un outil qui permet aux citoyens d'investir et de s'investir dans des projets d'énergie renouvelable. Donc l'UMO est né dans un contexte particulier. Le premier, vous connaissez tous très bien, pas besoin de revenir dessus, crise énergétique et climatique. Et la deuxième, la crise financière qu'on a tous vécue en tant qu'épargnants comme une découverte sur où allait notre argent, à quoi il servait, et donc une demande pour une épargne qui est plus utile, plus proche de nous et qui sert à quelque chose qui va dans le sens qu'on l'espère pour la société et pour l'environnement. D'autre part, en France, on a des tarifs de rachat garantis qui font que les investissements sur des projets d'énergie renouvelable nous donnent une visibilité sur le long terme. Pendant 20 ans, on a un tarif de rachat qui nous permet de faire des projections et de savoir, en ayant une étude technique de qualité, combien le projet va pouvoir générer et à partir de quand il sera rentable. D'autre part, une autre partie du contexte, c'est Internet qui révolutionne nos vies à tous et qui est un moyen de fédérer des réseaux, d'atteindre une dimension importante, d'avoir une échelle très importante au niveau du nombre de personnes touchées et qui donc nous permet de faire des économies de coûts et de descendre à des transactions de faibles à partir de 25 €. Cette viabilité de petites transactions viables a été montrée par un des premiers grands sites de finances participatives, aussi appelé crowdfunding. C'est l'association Kiva aux États-Unis, qui est une association de microfinance créée en 2005, qui a été la première à mettre en lien des internautes des pays du Nord avec des micro-entrepreneurs des pays du Sud et qui a permis à ces internautes, au lieu de faire un don, de faire un prêt à un micro-entrepreneur, un prêt à taux zéro, dont il récupérait la mise au bout de 6 mois, 1 an, avec 0% de taux d'intérêt. Par la suite, d'autres plateformes Internet utilisant le même mécanisme se sont développées et il y en a 2 qui existent aujourd'hui et plusieurs sont en train de se développer en Europe et en Amérique, mais les 2 qui ont déjà une taille significative, c'est Mosaic, qui est une plateforme américaine, et Abondance, une plateforme anglaise, qui toutes les 2 proposent à des citoyens d'investir dans des projets d'énergie renouvelable avec un modèle légèrement différent de celui de l'UMO, mais l'idée étant la même, l'idée étant de dire quand on permet aux gens d'investir et donc de bénéficier en partie des retombées économiques d'un projet d'énergie renouvelable, on a une meilleure sensibilisation à l'énergie, on a une meilleure compréhension de la problématique de l'énergie et en plus on répond à une frustration de l'épargnant de ne pas savoir exactement à quoi sert son épargne. Donc ce contexte nous a poussé à développer le concept en France avec la création de l'UMO. Donc les objectifs de l'UMO, tout d'abord, c'est revenu au niveau des échanges qu'on a eus depuis hier. Il y a une vraie nécessité de mobiliser des fonds pour la transition énergétique. Or, les énergies de flux sont des énergies très capitalistiques où l'investissement initial est de 80% du coût total du projet contre 20% pour les énergies de stock. Pour les énergies de stock, l'investissement principal c'est combustible. Les ENR, il faut d'abord un capital très important à la base. Une problématique structurelle qui est liée à la tradition des banques de financer une industrie fossile et malgré la crise, malgré les débats et les échanges, en 2010, on avait encore 300 millions de dollars investis dans les énergies fossiles dans le monde contre 200 millions de dollars, milliards de dollars sur les ENR. Donc un vrai besoin de flécher les fonds sur la transition énergétique. Et d'autre part, une épargne financière des ménages français
de 80 milliards d'euros, soit 10 fois l'investissement dans les énergies renouvelables en France. Donc un vrai potentiel de flécher cette épargne. Le deuxième objectif, c'est de faire de l'investissement citoyen un moyen de donner envie aussi bien aux citoyens et aux collectivités territoriales de développer plus de projets d'ENR sur leur territoire en voyant directement un bénéfice qui leur revient. On n'est pas dans un cas de financement qui vient de l'extérieur, de matériaux qui viennent de l'extérieur. On a bien une possibilité d'implication et de bénéfice direct qui revient sur le territoire et sur la communauté. Troisièmement, c'est également un moyen de sensibiliser et de faire de la pédagogie sur l'énergie. C'est un mode d'appropriation. On peut se baser sur l'expérience d'EcoPower, une coopérative belge de 5000 sociétaires qui ont investi dans un parc éolien. Et une étude qui a duré pendant 5 ans sur l'évolution de leur consommation a montré qu'ils avaient réduit leur consommation de 18% sans avoir de campagne spécifique sur la réduction de la consommation d'énergie. Donc l'investissement leur a permis d'éveiller davantage leur conscience sur ce que ça coûtait aussi bien en temps qu'en énergie qu'en argent de développer ce type de projet et donc de faire plus attention à la consommation. Et enfin, on voit beaucoup de frustration de certains citoyens qui ont envie de faire quelque chose mais ils ne savent pas quoi. Et donc un système qui permet d'avoir un accès à partir de 25 €, ça permet aux gens de dire bon, bah, vous pouvez aussi faire votre part en participant à ce type de projet. Et également, c'est un mode de dépasser la résistance au changement en donnant l'opportunité aux gens déjà d'être concertés, de réagir, de poser des questions. Et l'investissement citoyen est une excuse aussi pour créer ces débats avant que le projet émerge du territoire. Donc nous avons créé une plateforme internet qui fonctionne sur le système du financement participatif où le citoyen va sur le site, va sur les projets qui sont proposés et peut découvrir à son rythme un projet. Donc il va voir pourquoi le projet a été développé, dans quel objectif, quel va être l'impact écologique de ce projet, l'impact économique, quels sont les partenaires clés du projet, quelles sont les informations techniques, les informations financières du projet, quel est le taux de retour pour les actionnaires, quel est le taux de retour pour les investisseurs citoyens. Donc c'est ce type d'informations qu'on a accès via le site. Sur le site sont montrés des projets qui ont été sélectionnés par l'UMO et qui sont issus d'un partenariat public-privé, un partenariat entre une collectivité territoriale et une entreprise d'énergie renouvelable. On va revenir après sur les fonds propres du projet, c'est la collectivité ou l'entreprise qui a le projet. Mais voilà, c'est bien, l'UMO sélectionne des projets qui sont issus d'une réflexion au niveau du territoire plus globale que juste le développement d'énergie renouvelable et où il y a une vraie volonté politique de développer ce style de projet en jouant sur la propriété déjà de la collectivité territoriale, mais aussi toutes les occasions où elle peut être partenaire d'un projet d'énergie renouvelable en s'assurant bien que l'intérêt général de la population est assuré par ce projet développé. Une fois que le projet est sur le site, les personnes le choisissent, peuvent investir et avoir donc une rémunération qui est liée à cet investissement. Alors ça c'est pour illustrer typiquement comment se passe un projet en prenant un exemple sur une toiture photovoltaïque d'un bâtiment public d'une valeur de 100 000 €. Donc un projet énergie renouvelable c'est environ 20% de fonds propres, environ 80% de dettes. Donc je reviendrai tout à l'heure sur les différentes possibilités de constitution des fonds propres, mais admettons qu'on ait 20 000 € de fonds propres, le maître d'ouvrage du projet va chercher une dette bancaire de 80%, soit 80 000 €. À partir du moment où le financement du projet a été bouclé, le projet est mis en ligne sur le site et on propose aux citoyens d'investir sur le projet. Cet investissement citoyen va venir se substituer à une partie de la dette bancaire. Donc on garde la banque comme partenaire qui a un rôle très utile
au niveau de l'étude du dossier et de la viabilité économique et technique du projet, mais qui accepte de réduire son crédit afin de laisser rentrer les citoyens. Une fois que le projet est en production, il est rémunéré d'une part la collectivité, d'autre part l'entreprise, la banque et les citoyens. Donc on va revenir un peu plus dans le détail sur quels sont les acteurs au niveau des fonds propres et des emprunts. Donc au niveau des fonds propres, les 20%, ils peuvent être constitués de 4 manières différentes. Et le modèle de l'UMO est compatible avec ces 4 modèles. Donc ça peut être un projet entièrement citoyen, c'est-à-dire que les fonds propres sont financés à 100% par des privés locaux citoyens, donc le modèle d'énergie partagée, des cigales, voilà, c'est une possibilité. D'autre part, il peut être financé à 100% par des opérateurs privés qui investissent seuls ou avec d'autres dans les fonds propres de l'entreprise. Il peut être 100% public ou ça peut être un mix entre du public, du privé et du citoyen. Donc une fois que les fonds propres sont constitués et que la dette bancaire que le crédit bancaire est acquis, on a une substitution d'une partie du prêt bancaire par des obligations qui sont émises par la société de projet. Donc ces obligations ont les mêmes caractéristiques que le prêt bancaire, c'est-à-dire un intérêt entre 4 et 5% brut annuel et une maturité de 15 ans. Donc on rentre encore un peu plus dans le détail. Donc je l'ai dit, le type de produit c'est une obligation, c'est une émission qui est effectuée par une société d'exploitation. La valeur maximale émise est de 100 000 €. Là-dessus, donc, c'est réglementé par l'autorité des marchés financiers. Si on veut émettre plus de 100 000 €, c'est une offre publique de titres financiers, aussi appelée appel public à l'épargne. Donc là, ça revient au modèle d'énergie partagée investissement. Et nous, on est dans le cadre de l'offre privée de titres financiers, donc moins de 100 000 € et moins de 150 personnes. Et avec un investissement citoyen, là le seuil a été choisi par l'UMO entre 25 € et 5 000 €. Pourquoi 25 €? Pour faire en sorte qu'un projet, par exemple, sur une station d'épuration, que tout le monde puisse, que tous ceux qui le souhaitent puissent investir dans le projet. Et puis 5 000 € pour qu'un maximum de personnes puissent également participer au projet. Donc ces caractéristiques vont sensiblement, vont a priori changer prochainement. Le gouvernement a annoncé un projet de loi apparaître en septembre de cette année qui est censé simplifier cette réglementation afin de permettre une émergence plus forte de la finance participative en France. Et donc, ici, vous avez un exemple pour un citoyen qui aurait investi 100 € sur un projet. Donc, il a une annuité fixe sur les 15 années du projet qui est constituée d'une partie du capital et des intérêts générés. Donc, tous les ans, le même montant brut est généré par son investissement. Donc les résultats, avec un projet pilote qu'on a effectué l'année dernière sans Internet, il y a une souscription citoyenne qui a eu lieu durant 4 semaines. Les gens ont investi entre 25 € et 500 € sur un projet de toiture photovoltaïque en agglomération de La Rochelle. Le budget total du projet était de 65 000 € et il y a eu donc en tout 5 000 € de financement citoyen. Et avec 97% d'investisseurs locaux. On voit bien ici, c'est un projet qui est dans une commune où les architectes des bâtiments de France ont réglementé une partie des constructions photovoltaïques sur la commune à cause d'une abbaye qui est proche. Et du coup, le maire a dû refuser énormément de construction sur des maisons individuelles. Et donc ce projet a été l'occasion de leur dire, vous ne pouvez pas en mettre chez vous, mais on fait un projet collectif où chacun peut participer au projet et avoir aussi des retombées économiques de ce projet.
ça c'est donc une impression écran d'un projet qui est mis en ligne. Donc on voit bien la description du projet, dans quelle idée il a été développé, les soutiens du projet et quelles ont été les intentions d'investissement sur ce projet. Avec, donc on a deux phases. On a une première phase où on présente le projet aux gens, on dit si vous souhaitez participer, déclarez votre intention d'investissement, et la deuxième partie qui est la souscription d'obligations en tant que telle. Tout ça pour savoir si on n'atteint pas 500 € sur un projet, on ne va pas faire l'émission obligataire, le projet se fera quand même, mais sans investissement citoyen. En sachant que cette partie-là, c'est vraiment quasiment pas la fin, mais on est à la plus grosse phase a été faite au niveau du projet, c'est-à-dire qu'en amont, on a eu réunion de concertation avec les citoyens pour leur expliquer le projet, répondre aux questions, aux contestations éventuelles. On a eu tout le travail d'animation de territoire avant que le projet soit mis en ligne. En sachant que on l'a vu sur le premier projet, c'est vraiment les locaux qui sont le plus intéressés par ces projets, mais on l'a vu aussi dans le cadre de l'étude de marché, que des personnes qui habitent Bordeaux, Paris, Limoges sont aussi intéressés pour investir, pourquoi pas, dans une région où ils ont un coup de cœur et où ils ont envie d'investir. Donc il y a du financement de proximité qui est privilégié, mais aussi du financement extérieur qui peut investir. Donc les prochaines étapes pour nous, c'est la période d'investissement, donc les souscriptions en ligne sur le projet pilote en ligne. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, la réglementation est en train d'évoluer. Et donc nous sommes en attente de ce déblocage avant de passer à la phase d'investissement. Je vais aussi souligner auprès de vous le fonds régional d'excellence environnementale de la région Poitou-Charentes, qui pour nous permet d'être en synergie avec ce qu'on propose. Donc dans l'idée où on favorise une énergie décentralisée avec un financement décentralisé, la région Poitou-Charentes abonde l'investissement citoyen. Pour chaque euro investi par un picto charentais, la région Poitou-Charentes finance 1 € pour le projet. Et voilà, avec des perspectives 2014 qui sont dans la pipeline, mais qui vont pouvoir être retardées ou accélérées selon l'évolution réglementaire.